mange tes légumes !» Cette phrase, nous l'avons tous entendue, répétée comme un mantra par nos parents, nos grands-parents, nos enseignants. C'est l'une des premières leçons de bien-être que nous recevons, une vérité fondamentale sur la nutrition gravée dans notre conscience collective dès notre plus jeune âge. C'est un conseil simple, direct et en apparence infaillible. Et pour cause. Les légumes sont universellement présentés comme la pierre angulaire d'une alimentation saine. Imaginez une palette de peintre. Chaque couleur vive sur un légume représente un arsenal unique de composés bénéfiques. Les rouges des tomates et des poivrons sont riches en lycopène, un puissant antioxydant. Les oranges des carottes et des patates douces nous fournissent du bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, essentiel pour la vue et le système immunitaire. Les verts profonds des épinards et du chou frisé regorgent de vitamine K, de fer et de magnésium. Ajoutez à cela une abondance de fibres pour la santé digestive et une myriade de minéraux, et vous avez la recette parfaite pour le bien-être. Ce conseil, mangez vos légumes, est donc bien plus qu'une simple recommandation. C'est une stratégie de santé publique qui a fait ses preuves, guidant des générations vers une meilleure santé. Dans notre esprit, ces assiettes vibrantes de vert, de rouge et d'orange sont devenues synonymes de vitalité. Nous les associons instinctivement à un cœur en bonne santé, à un risque de cancer réduit, à une gestion saine du poids et, en fin de compte, à la promesse d'une vie plus longue et plus active. C'est le fondement sur lequel repose une grande partie de la diététique moderne. Alors, que se passerait-il si je vous disais que cette certitude est sur le point d'être ébranlée ? Que se passerait-il si certains de ces mêmes légumes, ces symboles de la santé que nous chérissons, pouvaient en réalité receler un risque caché ? Un risque qui ne vise pas n'importe quelle partie du corps, mais notre centre de commandement, le cerveau. L'idée même semble contre-intuitive, presque absurde. C'est un paradoxe qui heurte de front des décennies de sagesse nutritionnelle. Comment ce qui est censé nous protéger pourrait-il nous nuire ? Pourtant, c'est précisément la question que la science émergente commence à poser. Des domaines de pointe comme la gérontologie nutritionnelle et la nutrigénomique, l'étude de l'interaction entre nos gènes et notre alimentation, révèlent une image beaucoup plus nuancée. Ces recherches commencent à démanteler l'idée d'une approche universelle de la nutrition. Elles nous montrent que la biologie n'est pas statique et que ce qui est optimal pour un corps de 25 ans peut ne pas l'être et pourrait même être préjudiciable pour un corps de 65 ans. C'est particulièrement vrai pour ceux qui entrent dans leurs dernières années, une période de la vie où l'équilibre interne du corps devient plus délicat. La réalité de la biologie humaine est d'une complexité fascinante. Prenons un exemple simple. Un jeune athlète dans la vingtaine. Son corps, en pleine phase de construction et de réparation musculaire, peut métaboliser d'énormes quantités de nutriments avec une efficacité redoutable. Pour lui, une grande salade riche en certains composés peut être une source d'énergie et de récupération. Maintenant, transportons cette même salade sur la table d'une personne de plus de 60 ans. Son corps, lui, n'est plus dans une phase de construction, mais de maintenance et de préservation. Les mêmes composés, traités par un système métabolique et digestif différent, pourraient ne plus être aussi bénéfiques. L'effet n'est tout simplement pas le même, car à mesure que notre corps vieillit, nos systèmes internes subissent une série de changements profonds et interconnectés. Ce n'est pas un déclin, mais une recalibration. La production d'acide gastrique diminue, ce qui affecte la première étape de la digestion et l'absorption de minéraux clés comme le calcium et le fer. Le microbiote intestinal, cette communauté de milliards de bactéries qui joue un rôle crucial dans notre immunité et notre humeur, change de composition. La production d'enzymes digestives ralentit. Chacun de ces changements, pris isolément, est significatif. Ensemble, ils altèrent fondamentalement la façon dont nous traitons les nutriments, métabolisons les composés chimiques présents dans les aliments et interagissons avec diverses substances, y compris les médicaments. C'est précisément à cette intersection que le simple conseil de manger plus de légumes devient insuffisant. Il ne s'agit plus de le rejeter, mais de le faire évoluer. Nous devons passer d'une recommandation générale à une approche de nutrition de précision. Une perspective plus sophistiquée et profondément personnalisée qui ne se contente pas de regarder l'aliment, mais qui considère l'individu dans sa totalité, son âge, son état de santé, ses médicaments et surtout les changements physiologiques spécifiques qui accompagnent son parcours de vie. Et c'est là que les avertissements d'experts comme le Dr Raphaël Kruse, spécialiste reconnu en médecine préventive et en longévité, prennent tout leur sens. Selon ses recherches et son expérience clinique,
Certains légumes parmi les plus populaires et les plus recommandés peuvent, dans certaines conditions, présenter des risques inattendus. Ces risques ne sont pas anodins. Ils concernent nos systèmes les plus critiques. Le système vasculaire, qui irrigue chaque recoin de notre corps, et le système cérébral, le siège de notre conscience. Le danger est particulièrement prononcé lorsque les composés naturels de ces légumes interagissent avec des médicaments extrêmement courants après 60 ans. Pensez aux anticoagulants comme la warfarine, prescrit pour prévenir les AVC, ou aux médicaments pour la thyroïde. Une interaction non désirée peut soit annuler l'effet du médicament, soit le potentialiser à des niveaux dangereux. Loin d'être une source d'anxiété, cette information est une source de pouvoir. Comprendre ces risques, ces interactions et ces nuances est la première étape fondamentale vers la reprise en main de votre santé. Il ne s'agit pas de créer des listes d'aliments interdits, mais de prendre des décisions alimentaires plus intelligentes, plus éclairées. Il est temps d'aller au-delà des slogans et d'apprendre à manger intelligemment, en adaptant votre régime, non pas par peur, mais par connaissance, pour protéger activement votre organe le plus précieux et le plus vital, votre cerveau. Pour bien comprendre ce paradoxe, nous devons d'abord faire un voyage à l'intérieur du corps vieillissant. Lorsque nous franchissons le cap symbolique des 60 ans, le paysage interne de notre corps ne s'arrête pas de fonctionner. Il commence à opérer selon de nouvelles règles, un nouvel ensemble de paramètres. Le changement le plus connu est le ralentissement naturel du taux métabolique de base. C'est la vitesse à laquelle votre corps brûle des calories au repos pour maintenir ses fonctions vitales. Ce ralentissement n'est pas un mystère. Il est principalement dû à la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire liée à l'âge. Moins de muscles signifie un moteur plus petit, qui consomme moins de carburant au repos. Cette diminution de la masse musculaire a des conséquences en cascade. Les muscles sont de grands consommateurs de glucose. Avec moins de tissu musculaire pour absorber le sucre du sang après un repas, la même portion de nourriture, qui était parfaitement gérée à 30 ans, peut maintenant provoquer un pic de glycémie plus important et plus prolongé. Cela met une pression accrue sur le pancréas et augmente le risque de résistance à l'insuline. Parallèlement, nos organes de filtration, le foie et les reins, subissent leur propre recalibration. Leur capacité fonctionnelle peut diminuer, les rendant plus lents à traiter et à éliminer les toxines, les déchets métaboliques et les composés chimiques, qu'ils proviennent de médicaments ou de notre alimentation. Ils deviennent en un sens plus sensibles et des substances autrefois inoffensives peuvent commencer à s'accumuler ou à surcharger le système. Le système digestif, notre interface directe avec la nourriture, n'est pas épargnée. Comme nous l'avons mentionné, la production d'enzymes clés comme l'amylase pour les glucides, la protéase pour les protéines et la lipase pour les graisses tend à diminuer. Cela signifie que la nourriture n'est pas aussi complètement décomposée. Pour les légumes crus ou particulièrement fibreux, riches en cellulose, que l'homme ne peut pas digérer, cela devient un véritable défi. Le résultat ? Ces aliments mal digérés fermentent dans l'intestin, nourrissant les mauvaises bactéries et provoquant des symptômes désagréables, ballonnements, gaz, crampes et inconfort général. Mais ce n'est pas seulement une question de confort. Une mauvaise digestion signifie aussi une mauvaise absorption des nutriments. Vous pouvez manger les aliments les plus sains du monde, si votre corps ne peut pas en extraire les vitamines et les minéraux, leurs bienfaits sont perdus. Face à cette nouvelle réalité biologique, l'ancienne façon de penser la nutrition s'effondre. Il ne suffit plus, et il est même potentiellement dangereux, de classer les aliments dans des catégories simplistes de bons ou mauvais. La véritable sagesse nutritionnelle, après 60 ans, réside dans la compréhension du contexte. La question n'est plus « ce légume est-il bon ?», mais « comment mon corps, avec son métabolisme recalibré, son système digestif modifié et les médicaments que je prends, va-t-il interagir avec les composés spécifiques de ce légume ?» C'est un changement de paradigme complet, et c'est en adoptant cette nouvelle grille de lecture que nous pourrons naviguer en toute sécurité dans le monde de la nutrition et continuer à utiliser l'alimentation comme un puissant outil de santé et de longévité. Dans les chapitres suivants, nous allons appliquer cette grille de lecture à 9 légumes spécifiques pour vous donner les connaissances nécessaires pour faire les meilleurs choix pour votre cerveau. La santé de notre cerveau, l'organe le plus énergivore de notre corps, est intrinsèquement liée à celle de notre système vasculaire. Imaginez un réseau de plus de 600 km de vaisseaux sanguins, des artères robustes aux capillaires les plus fins, qui irriguent chaque recoin de notre matière grise. Ce réseau a une mission capitale,
livrer en continu l'oxygène et les nutriments essentiels, comme le glucose, dont nos neurones ont désespérément besoin pour fonctionner, penser et se souvenir. Sans cet approvisionnement constant, même pour quelques minutes, les cellules cérébrales commencent à souffrir et à mourir. Ce lien vital souligne une vérité fondamentale. Un cerveau sain ne peut exister sans un système vasculaire sain. Cependant, avec le passage des décennies, et particulièrement après 60 ans, ce système vital devient plus vulnérable. Nos vaisseaux sanguins, autrefois souples et réactifs, commencent à perdre leur élasticité. Les fibres d'élastine et de collagène qui composent leurs parois se dégradent, les rendant plus rigides. C'est le phénomène d'artériosclérose, ou le durcissement des artères. Parallèlement, un autre processus insidieux peut s'installer, l'athérosclérose. Il s'agit de l'accumulation de dépôts graisseux, de cholestérol et d'autres substances, formant des plaques à l'intérieur des artères. Ces deux phénomènes, souvent liés, réduisent le diamètre des vaisseaux et entravent la fluidité de la circulation sanguine, préparant le terrain à de sérieuses complications. Cette rigidité accrue a une conséquence mécanique directe. Le cœur doit pomper avec plus de force pour pousser le sang à travers ces conduits moins complaisants, ce qui entraîne une augmentation de la tension artérielle. L'hypertension n'est pas qu'un chiffre sur un moniteur, c'est une force constante qui endommage la paroi interne des artères, les rendant encore plus susceptibles à l'athérosclérose et à la formation de caillots. C'est un facteur de risque majeur d'accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique, par le blocage d'une artère cérébrale par un caillot, ou hémorragique, par la rupture d'un vaisseau affaibli. C'est à ce stade de la vie que notre équilibre physiologique devient plus précaire, et notre système, beaucoup plus sensible aux facteurs externes, notamment ceux que nous mettons dans notre assiette. Prenons l'exemple d'un coupable souvent caché, le sodium. Lorsque nous consommons un excès de sel, que l'on trouve en abondance dans de nombreux aliments transformés, y compris certains légumes en conserve, soupes ou plats préparés, notre corps réagit. Le sodium en excès dans le sang attire l'eau hors de nos cellules et la retient dans la circulation sanguine. Ce volume de liquide accru augmente la pression sur les parois de nos vaisseaux sanguins, exactement comme si l'on ajoutait trop d'eau dans un système de tuyauterie fermé. Pour un système vasculaire déjà rigide et fragilisé par l'âge, cette charge de pression supplémentaire est particulièrement dangereuse, aggravant l'hypertension et le risque cardiovasculaire. Mais le sodium n'est pas le seul élément à surveiller. Paradoxalement, certains des légumes les plus sains peuvent aussi présenter un risque. Pensez aux légumes à feuilles vertes foncées, les épinards, le chou frisé, kale, le chou cavalier, les blettes ou encore le brocoli et les choux de Bruxelles. Ils sont célébrés à juste titre comme des super-aliments, regorgeant de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui protègent contre de nombreuses maladies. Cependant, pour une partie importante de la population de plus de 60 ans, ceux qui prennent des médicaments anticoagulants comme la warfarine pour prévenir la formation de caillots sanguins, ces légumes verts vertueux cachent un risque significatif. Comment une chose si bénéfique pour la santé peut-elle devenir une source de préoccupation ? La réponse se trouve dans une molécule, la vitamine K. Ces légumes en contiennent des quantités exceptionnellement élevées. La vitamine K joue un rôle absolument essentiel dans notre corps. Elle est le cofacteur indispensable à une enzyme hépatique qui active plusieurs protéines, connues sous le nom de facteurs de coagulation. Imaginez une cascade de dominos. Pour que le caillot sanguin se forme et stoppe une hémorragie, chaque domino, chaque facteur de coagulation doit être activé dans le bon ordre. La vitamine K est la main qui pousse les premiers dominos. Ce processus est vital. Sans lui, la moindre coupure pourrait être fatale. Le problème survient lorsque ce système est déréglé et que des caillots se forment au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est là qu'intervient la warfarine. Ce médicament ne bloque pas directement la vitamine K. Son action est plus subtile. Il inhibe une enzyme clé, la vitamine K époxyde réductase, ou VKORC1. Le rôle de cette enzyme est de recycler la vitamine K déjà présente dans le corps pour la réutiliser. En bloquant ce recyclage, la warfarine crée une pénurie de vitamine K active, ce qui ralentit la production des facteurs de coagulation et rend le sang moins susceptible de former des caillots. L'équilibre est délicat, mais si une personne sous warfarine consomme soudainement une grande quantité de vitamine K via son alimentation, elle fournit à son corps une énorme dose de vitamine K, fraîche. Cette nouvelle vitamine K contourne le blocage du recyclage et permet de produire massivement des facteurs de coagulation, annulant ainsi l'effet du médicament et augmentant dangereusement le risque de thrombose.
Il est crucial de comprendre que le danger ne réside pas dans la consommation de ces légumes en soi, mais dans l'irrégularité et les variations brutales. L'efficacité de la warfarine est mesurée par un test sanguin appelé INR, ou rapport international normalisé. Le médecin ajuste la dose pour maintenir l'INR du patient dans une fourchette thérapeutique précise, par exemple entre 2 et 3. Un INR trop bas signifie un risque de caillot. Un INR trop élevé signifie un risque d'hémorragie. Une consommation stable et modérée de vitamine K est prise en compte dans ce calcul, mais une soudaine orgie de salade de choux frisés après des semaines sans en manger peut faire chuter l'INR sous la zone de sécurité, laissant le patient sans protection contre les caillots. A l'inverse, arrêter brusquement sa consommation peut faire grimper l'INR et augmenter le risque de saignement. Alors, comment gérer cette situation? La clé n'est pas l'éviction, mais la cohérence et la connaissance. Premièrement, visez un apport quotidien en vitamine K aussi constant que possible. Une petite portion de brocoli ou une salade d'épinards chaque jour est bien plus sûre qu'une énorme portion une fois par semaine. Deuxièmement, connaissez les champions de la vitamine K. La liste des légumes les plus riches inclut le chou frisé, cale, les épinards, le chou cavalier, les feuilles de navet, les blettes, le persil, les choux de Bruxelles, le brocoli et le chou vert. Il ne s'agit pas de les bannir, mais de contrôler les portions. Troisièmement, la communication est essentielle. Tenez un journal alimentaire, surtout au début du traitement, et partagez-le avec votre médecin. Informez-le de tout changement majeur et durable dans votre alimentation. Votre médecin et votre pharmacien sont vos partenaires pour ajuster la posologie de la warfarine afin qu'elle corresponde à votre mode de vie, et non l'inverse. En adoptant une approche informée et régulière, il est tout à fait possible de profiter des bienfaits de ces merveilleux légumes tout en maintenant un traitement anticoagulant sûr et efficace. Les légumes en conserve et les cornichons cachent souvent une menace pour la santé vasculaire, le sodium. Ils sont fréquemment conservés dans une solution de saumure très salée. Pour un corps vieillissant, un afflux de sodium augmente le volume sanguin, forçant le cœur à travailler plus fort et élevant la pression contre des parois artérielles déjà fragiles. Les aliments fermentés comme la choucroute et le kimchi peuvent introduire un autre composé préoccupant, la tyramine. Pour les personnes prenant des antidépresseurs IMAO, la tyramine ne peut pas être décomposée. Cela peut entraîner une augmentation rapide et sévère de la pression artérielle, provoquant une crise hypertensive. Les betteraves et la rhubarbe sont exceptionnellement riches en oxalates, des composés qui peuvent former des cristaux et s'accumuler en calculs rénaux si la fonction rénale est compromise. Une baisse de la fonction rénale affaiblit la gestion de la pression artérielle et des fluides, ce qui augmente indirectement le risque d'AVC. Les pommes de terre, surtout avec la peau, sont très riches en potassium. Normalement bénéfique, cela peut devenir un problème pour des reins vieillissants ou en cas de prise de certains médicaments. Un excès de potassium ou hyperkaliémie peut causer des arythmies cardiaques graves. Celles-ci peuvent favoriser la formation de caillots qui voyagent vers le cerveau et provoquent un AVC. L'une des interactions les plus connues est l'effet pamplemousse. Ce n'est pas un légume, mais c'est un puissant exemple de la façon dont un aliment sain peut amplifier silencieusement les risques. Le pamplemousse contient des composés qui bloquent l'enzyme CYP3A4, responsable de la dégradation de nombreux médicaments. Boire un verre de jus peut transformer une dose normale en une surdose dangereuse. Pour les statines ou certains médicaments contre l'hypertension, les niveaux amplifiés peuvent entraîner des lésions musculaires graves ou une chute brutale de la tension, augmentant le risque de chute et d'AVC. D'autres interactions agissent de manière opposée, en empêchant les médicaments d'être correctement absorbés. Les coupables sont souvent les produits laitiers riches en calcium et les aliments riches en fibres. Le calcium peut se lier à certains médicaments, comme les hormones thyroïdiennes, formant un complexe que le corps ne peut pas absorber. Le médicament passe simplement à travers le système sans effet. De même, les fibres peuvent piéger les molécules de médicaments. Le principe crucial est le timing. Séparer les heures de prise de médicaments de certains repas de quelques heures peut faire une énorme différence. Naviguer dans la nutrition après 60 ans ne signifie pas déclarer la guerre aux légumes, mais adopter une stratégie d'adaptation intelligente. L'un des outils les plus puissants est l'art de la substitution. Prenons la gestion de la vitamine K pour les personnes sous anticoagulants. L'objectif n'est pas d'éliminer les légumes verts, mais de maintenir un apport constant pour éviter de perturber l'équilibre du traitement. Des pics soudains de vitamine K peuvent réduire l'efficacité du médicament,
tandis qu'une chute peut fluidifier excessivement le sang. Au lieu de vous priver de salade, diversifiez. Le chou frisé et les épinards, très riches en vitamine K, peuvent être remplacés certains jours par de la laitue romaine, des concombres ou des poivrons rouges, qui en contiennent beaucoup moins. Cette rotation vous permet de profiter des bienfaits des légumes sans risque. De même, si une maladie rénale ou certains médicaments vous obligent à surveiller votre potassium, la pomme de terre peut être une préoccupation. La substitution est votre allié. Le chou-fleur est une alternative brillante. Cuit à la vapeur et écrasé, il imite une purée crémeuse avec beaucoup moins de potassium. Rôti au four, il devient un accompagnement savoureux. Les nouilles de courgettes sont une autre option pour remplacer les pâtes, offrant de nouvelles saveurs tout en protégeant votre équilibre. La préparation consciente peut aussi transformer un légume problématique en un allié. Pensez au sodium, contributeur à l'hypertension, et donc un risque pour la santé cognitive. Les légumes en conserve sont pratiques, mais souvent salés. Un geste simple, les rincer abondamment sous l'eau froide pendant 1 minute peut éliminer jusqu'à 40% du sodium ajouté. C'est une réduction significative pour un effort minime. Mieux encore, à l'épicerie, recherchez les versions sans sel ajouté. Ce choix proactif est une excellente première ligne de défense. Considérons les oxalates présents dans les épinards ou les feuilles de bête. Pour les personnes sujettes aux calculs rénaux, une consommation élevée est un problème. Faut-il les bannir? Pas nécessairement. La cuisson est la solution. Faire bouillir ces légumes quelques minutes, puis jeter l'eau de cuisson, élimine une part importante des oxalates. Cette technique simple, le blanchiment, rend ces superaliments nutritifs beaucoup plus sûrs pour les individus sensibles, leur permettant de bénéficier de leurs vitamines sans risque. Votre corps vous envoie constamment des données. Apprendre à les écouter est une compétence cruciale. Devenez le détective de votre bien-être en tenant un journal alimentaire et de symptômes. C'est un outil puissant. Notez ce que vous mangez, à quelle heure, et tout symptôme qui apparaît. Ballonnement, maux de tête, fatigue. Ce journal transforme les suppositions en données concrètes. Il vous aide à identifier les aliments qui vous posent problème, mais aussi ceux qui vous font sentir en pleine forme. C'est la base d'une alimentation vraiment personnalisée. Cependant, vous n'êtes pas seul. L'habitude la plus fondamentale est une communication ouverte avec vos professionnels de santé. Votre journal alimentaire devient un document précieux à partager avec votre médecin. Posez des questions précises. Étant donné mon traitement, y a-t-il des légumes à limiter? Mon alimentation influence-t-elle mes résultats de laboratoire? N'oubliez pas votre pharmacien, un expert accessible des interactions médicamenteuses. Demandez-lui s'il existe des interactions connues avec certains aliments. Cette collaboration active fait de vous un partenaire dans la gestion de votre santé. En conclusion, le message à retenir n'est pas un message de peur, mais d'autonomisation par la connaissance. Il ne s'agit pas d'une liste d'interdits, mais d'un manuel d'utilisation personnalisé pour votre corps. Chaque décision nutritionnelle stratégique est un investissement direct dans votre avenir cognitif. En gérant l'hypertension, en protégeant vos reins et en maintenant un équilibre métabolique, vous réduisez activement les risques de déclin cognitif. La santé de votre cerveau mérite cette approche réfléchie et scientifique. En comprenant le pourquoi derrière chaque recommandation, vous ne suivez plus des règles, vous pilotez votre santé avec compétence et confiance. Vous protégez votre avenir, un repas intelligent à la fois.